19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 24 novembre 2020. ASSO-EPT, Association des syndicats et ONG du secteur de l'éducation, a lancé ce mardi une campagne de plaidoyer en faveur de l'école nigérienne. Une campagne à l'endroit des candidats à la présidentielle de 2020-2021. Le premier candidat qui a accepté l'offre est celui du parti Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa, c'est les images de Nasser Said. La coalition nigérienne pour une éducation pour tous, ASSO-EPT Niger, qui regroupe des associations, syndicats et ONG du secteur éducatif, a, à travers cette activité, lancé une campagne de plaidoyer à l'intention des candidats aux élections présidentielles de 2020-2021 pour l'atteinte durable de l'objectif de développement durable. En effet, cette association a élaboré un manifeste en 8 points d'engagement soumis à l'appréciation des candidats à la présidentielle de 2020. Et nous avons déterminé 8 engagements, notamment financer l'éducation à hauteur de 25% du budget national au moins pour doter l'école nigérienne des moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du système. Le deuxième, mettre fin à la contractualisation du système éducatif qui impacte négativement sur la qualité des enseignements et apprentissages. Nous voudrons troisièmement créer les conditions de valoriser et rendre attractive la fonction enseignante au Niger. Quatrièmement, que vous régulez une fois à la magistrature suprême et mettre fin à la prolifération des écoles privées au Niger qui constituent un frein à un accès équitable et une éducation de qualité et gratuite pour tous les enfants, notamment ceux de familles vulnérables. Cinquièmement, mettre un accent particulier sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle à travers un financement conséquent. Sixièmement, garantir la continuité pédagogique aux enfants dans les zones d'insécurité. Septièmement, assurer l'équité dans l'accès et le maintien des enfants dans le cycle scolaire, notamment pour les filles. Huitièmement, enfin, si vous êtes élu Président de la République du Niger, nous souhaitons que vous convoquiez les États généraux de l'éducation pour une meilleure gouvernance du système et l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages. Je suis absolument d'accord et je suis prêt à signer ça. Le premier candidat a accepté de signer le document en prenant l'engagement de contribuer à une refondation du système éducatif nigérien. C'est Dr Hamidou Mamadou Abdou, candidat du parti Rassemblement National Africain Rana, qui fait de l'éducation sa priorité dans son programme qu'il dévoilera lors des campagnes électorales. Le Niger, ce sont ces populations qui attendent que l'État, à qui ils ont donné le pouvoir, la confiance et qui doit gérer leurs biens, organise les choses pour que leurs enfants aient une éducation publique de qualité. Dans les pays qui s'en sont sortis, l'école privée n'a jamais été l'école qui a développé un pays. On fait, pour pouvoir respecter une certaine démocratie, et même ces écoles privées, c'est l'État qui les subventionne dans une certaine mesure. Mais ici, ce n'est pas ce qui se passe. Ceux qui ont l'argent, ils disent nos enfants, on leur garantit une éducation de qualité. Les enfants des pauvres, on s'en fout. Le Rassemblement National Africain est là, a été fondé pour rétablir l'équité. Les membres de la coalition ASSO-EPT ont quitté la salle très satisfaits, rassurés et très réconfortés car leurs soucis pour l'éducation au Niger sont d'ores et déjà pris en compte par le parti Rana dans son programme. Vous êtes le premier parmi les candidats à nous répondre et vous êtes le premier également à accepter les 8 engagements que nous avons proposés. Vous avez apposé votre signature. Nous nous réjouissons déjà que, d'après ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de similitudes entre nos engagements et votre programme. Ainsi, la coalition ASSO-EPT, dans le cadre de cette campagne qui vient d'être lancée, a adressé les correspondances à tous les candidats déclarés pour la présidentielle du 27 décembre 2020 pour le même exercice. À la fin, la coalition tiendra un point de presse au cours duquel une synthèse sera présentée à la population pour apprécier les niveaux d'engagement des signataires sur les questions de l'éducation au Niger.
Restons toujours dans le même registre pour parler éducation. Les partis en conflit de l'Union des scolaires nigériens USN ont finalement trouvé un terrain d'entente. Un comité ad hoc du comité directeur de l'USN a été mis en place, incluant toutes les parties afin de trouver des solutions durables aux problèmes du cadre organisationnel. Précision avec le secrétaire général du comité ad hoc, Ider Algabit. Chaque Nigérien doit porter le sentiment de paix et de quiétude sociale afin de fêter de manière patriotique la prochaine fête de la République du 18 décembre à Difa et braver avec honneur le chemin des élections générales libres, transparentes, apaisées et inclusives. En notre sein, la situation au sein de notre cadre organisationnel est d'une incontinence avérée. Les acteurs majeurs du fonctionnement de notre cadre organisationnel sont à la fois appliqués et très souvent badinants. Cette double posture, liée profondément à la nature de tout syndicaliste de renom, met en péril les intérêts des militants en quête des meilleures conditions de vie et d'études. En effet, bâti dans une réelle contradiction d'idées, l'ISN a toujours été caractérisé par une trajectoire sinusoïdale sans se désolidariser des principes qui ont toujours régi son fonctionnement. En outre, serait-il irréaliste de ne pas admettre la situation confuse dans laquelle nous autres syndicalistes ont plongé l'organisation depuis un certain temps. Ceci a entraîné un foyer de tension, aussi dangereux que cruel, entre les acteurs syndicaux. Cette tension a fini par générer des épisodes sporadiques de violence qui à long terme pourraient prendre des dimensions importantes et incontrôlables. Cependant, le principe de continuité du combat post-scolaire qu'exigent les textes et la pratique syndicale admise à l'USN met continuellement sur les bords rails les déviations constamment pressantes. En ce moment historique et après tant de cycles de violence avec des conséquences néfastes, un consensus a été trouvé entre les acteurs syndicaux sous l'impulsion des anciens cadres, d'où la constitution du présent comité directeur ad hoc consensuel dans un escalier de sacrifice et de dépassement de soi ayant impérativement marqué les esprits des scolaires toujours enclins à l'unité, à la paix, à la quiétude et à la santé intrinsèque de notre forte organisation, notre grande ISN, combien meurtrie par des guerres intestines et des divergences crypto-personnelles. Le présent comité directeur ad hoc, dont nous avons le devoir historique de piloter, ne saurait remplir sa mission sans un caractère d'objectivité en respectant les principes sacro-saints de notre cadre organisationnel. Ce comité directeur ad hoc est bien conscient des opinions qui seront naturellement divergentes sur sa composition. Cela ne viendra que confirmer ces principes de contradiction qui constituent la sève nourricière de notre cadre organisationnel. Le comité directeur ad hoc conscient des difficultés que vivent les militantes et militants à tous les niveaux décide de formuler ces quelques revendications et met en garde les autorités sur les dangers de la non-satisfaction de nos justes et légitimes revendications urgentes ci-après. Le comité directeur ad hoc exige sans condition aucune l'affichage de la liste des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que son paiement dans un bref délai, mais aussi l'accélération du paiement de la troisième tranche et de la programmation du paiement de la bourse de vacances dans un délai record à travers la mise en place de plusieurs guichets et le dépêchement des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le comité de pilotage du projet de gestion de risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2I a tenu ce matin au complexe Turkish sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020. Le plan de travail budgétaire annuel et le mécanisme de réponse immédiate étaient au centre de ces échanges. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou.
Plus d'un trimestre après leur première conclave dénommée session du comité de pilotage, les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet de gestion du risque de catastrophe et de développement urbain se retrouvent ainsi pour se pencher sur les voies et moyens permettant la bonne marche du dit projet. Dans son mot introductif, le premier responsable du PGRCDI a bien voulu rappeler à l'assistance le contexte dans lequel se tiennent ces assises. Cette session se tient vraiment dans deux contextes un peu particuliers qui ont eu des incidences sur la mise en œuvre de notre projet. Le premier contexte, c'est le contexte de la pandémie de la Covid-19, comme vous le savez, et qui a eu beaucoup d'impact, non pas seulement sur le projet de gestion des risques, mais sur l'ensemble des secteurs de vie socio-économique de notre pays, et qui a contribué à réduire les activités au regard des mesures que le gouvernement a eu à prendre pour contrecarrer le fléau. Deuxième aspect, deuxième indicateur dans lequel nous évoluons dans le cadre de ce projet et qui a contribué aussi à impacter les activités du projet, ce sont les inondations intervenues tout récemment. Et comme vous le savez, le projet intervient effectivement sur les aménagements hydro-agricoles. Et dans ce cadre, vous avez tous vu avec les inondations ce qui s'est passé. Pratiquement tous ces aménagements ont été inondés. Et ça a contribué effectivement à réduire la ferveur des activités qu'on devait mettre dans le cadre de ces projets-là. Il faut préciser aussi que cette session se situe juste après la mission virtuelle de revue du projet. Et cette session virtuelle a conduit à un certain nombre de recommandations et de conclusions pour orienter davantage le projet dans la mise en œuvre de ces activités. Procédant à l'ouverture officielle de cette session, la directrice de cabinet en second du Premier ministre n'a pas manqué de souligner les points inscrits à l'ordre du jour des travaux. Le PTBA 2021, soumis à votre attention, couvre les activités majeures suivantes. Les activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées du PTBA 2020, les nouvelles activités programmées et planifiées dans le cadre du financement additionnel et enfin les activités éligibles dans le cadre de la mise en œuvre du MRI. Ainsi, le montant prévisionnel du budget 2020 soumis à l'appréciation de ce comité de pilotage est estimé à 26,12 milliards de francs CFA, dont 9,12, c'est-à-dire 35% sur les ressources du PGRCDU et 17 milliards, c'est-à-dire 65%, au titre des activités du MRI. Occasion également pour la représentante du chef du gouvernement de remercier de vive voix au nom de l'État l'ensemble des partenaires qui accompagnent le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain dans l'accomplissement de sa noble mission. L'ONG Shiga organise une formation de 4 jours à l'endroit du personnel de contrôle de la Cour des comptes. Une formation de renforcement des capacités sur l'évaluation des politiques publiques dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à l'hôtel Noun de Niamey. Arrête Salah, Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre le programme Shiga et la Cour des comptes que se tient la présente formation portant sur l'évaluation des politiques publiques au bénéfice des membres de la Cour des comptes. Cette formation financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international, la USAID, est très importante pour la Cour des comptes en ce sens qu'elle renforce significativement ses capacités pour lui permettre d'assurer ses attributions constitutionnelles et statutaires. Cette formation participe aussi de la mission de la Cour des comptes, à savoir la transparence et la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des finances et des services publics. Elle va permettre aux membres de la Cour des comptes de maîtriser les normes professionnelles en matière d'évaluation des politiques publiques d'une part et de maîtriser les méthodes procédures d'autre part. Cette formation demandée par la Cour elle-même intervient 3 semaines après une autre formation décisive pour votre institution qui a porté sur l'audit des ouvrages structurants de l'État.
Ainsi, je peux me satisfaire du fait que la Cour des comptes est dans les meilleures dispositions pour exercer sa mission. La Cour des comptes est un partenaire stratégique pour le programme Chiga USAID, dont l'objectif consiste à appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile d'une part, et la création des espaces de dialogue constructif d'autre part. Le premier président de la Cour des comptes, en ouvrant cette formation, a souligné ses objectifs. Le présent atelier, qui a pour objectif principal de contribuer au renforcement des capacités du personnel de la Cour des comptes dans le cadre de sa mission de promotion de la bonne gouvernance, de la transparence de la gestion des finances et des services publics, vise de manière spécifique à permettre au personnel de contrôle de la Cour des comptes de maîtriser le concept, le cadre juridique et les acteurs de l'évaluation des politiques publiques, permettre au personnel de contrôle de la Cour des comptes de comprendre et maîtriser les normes professionnelles en matière d'évaluation des politiques publiques, permettre au personnel de contrôle de la Cour de maîtriser les méthodes et procédures d'évaluation des politiques publiques. C'est dire que les objectifs d'apprentissage, échange et partage d'expériences assignés à cet atelier sont certes fort ambitieux, mais ils visent surtout à accroître vos compétences en matière de contrôle externe des finances publiques telles que définies par le nouveau cadre harmonisé. La tâche qui nous attend est grande, car vous devrez, durant les 4 mois que durera cet atelier, vous approprier des techniques à développer pour participer efficacement à l'évaluation des politiques publiques. C'est pourquoi je vous exhorte à être attentifs et assidus aux modules qui seront développés tout au long de cet atelier de formation. Connaissant les solides expériences du professeur Zaki en finances publiques et singulièrement en matière d'évaluation des politiques publiques, je ne doute point de la qualité des enseignements et des exercices qui vous seront donnés et je ne doute point également de ses capacités à conduire efficacement les travaux de cet atelier. Les 4 jours qui dureront cette formation permettront au personnel de la Cour des comptes de maîtriser les normes professionnelles en matière d'évaluation des politiques publiques. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier de restitution et de validation sur l'analyse des systèmes de renforcement des capacités pour la promotion de l'employabilité des jeunes au Niger. Un atelier organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT. Compte rendu Nafissatou Zakou et Aboubakar Souley. Le présent atelier, organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT en partenariat avec la CNV internationale des Pays-Bas, consacre la restitution et la validation de l'étude sur l'analyse des systèmes de renforcement de capacité pour la promotion de l'employabilité des jeunes au Niger, atouts, faiblesses et perspectives. En effet, l'employabilité des jeunes demeure un défi majeur pour les pays africains, dont le Niger. La Confédération nigérienne du travail CNT, en partenariat avec CNV international des Pays-Bas, s'est inscrite dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes à travers son programme 2017-2020 de cofinancement syndical de la CNV pour l'Afrique, qui sont le dialogue social constructif et l'employabilité des jeunes. Ce sont ces 2 thèmes qui ont été développés de 2017 à 2020. Ce programme est centré sur le développement économique inclusif, travail décent et conditions de vie comme outil de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Dans cette perspective de mise en œuvre du programme de la CNV internationale avec son bureau conseil projet Afrique basé à Cotonou, que la CNT, Confédération nigérienne du travail, avec ses organisations partenaires et les alliés stratégiques ont élaboré la théorie du changement pays et sont engagés à œuvrer pour sa mise en œuvre. À l'occasion de cet atelier, plusieurs activités de renforcement de capacités ont été organisées et d'autres sont en cours. Des ateliers de renforcement de capacités en technique de lobbying et de plaidoyer, en leadership, en négociation, des visites d'échange et de bonnes pratiques ont été organisées pour outiller les partenaires syndicaux afin de mieux jouer leur rôle pour améliorer les conditions de vie
et de travail de leurs membres. Dans cette même perspective, un atelier national de renforcement des capacités sur le thème technique de négociation collective pour le renforcement du dialogue social au Niger sera organisé les 25, 26 et 27 novembre dans cette même salle. Ainsi, cette rencontre qui s'étalera sur 4 jours sera animée par l'ancien directeur de l'emploi, une façon pour montrer l'intérêt qu'accorde la CNT à l'employabilité des jeunes au Niger. La salle Aminchi de l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin pour la réunion annuelle du comité intergouvernemental des experts de la CEDEAO, une rencontre de 2 jours qu'organise la Commission économique pour l'Afrique CEA avec la participation des hauts fonctionnaires des 15 pays de la CEDEAO. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Yahya, c'est les images de Nasser Seydou. L'économie générationnelle et la transformation structurelle à l'ère de la COVID-19 en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette session annuelle du Comité intergouvernemental des experts de la CEDEAO. Une réunion qu'organise la Commission économique pour l'Afrique CEA avec la participation des hauts fonctionnaires des 15 pays de la CEDEAO. La réunion démarre aujourd'hui par une première rencontre des institutions, des think tanks sur l'économie générationnelle et la transformation structurelle dans l'ère de la COVID-19. Et elle est prévue sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Et à partir du 26, nous aurons une deuxième rencontre qui va réunir les délégués des pays de l'Afrique de l'Ouest et des organisations sous-régionales. Parce que nous sommes ici à Niamey et parler d'économie générationnelle trouve tout son sens. Parce que vous êtes au courant de la particularité dans les dynamiques de population où nous avons des taux de fécondité relativement élevés, une progression rapide de la population. Cela crée une forte demande en services sociaux, demande en emploi et également un défi pour une prise en charge de cette dynamique de population. Donc c'est pourquoi cette réflexion elle est très pertinente dans le contexte actuel de l'Afrique de l'Ouest et c'est pourquoi nous la menons avec tous les acteurs qui sont concernés. Donc c'est les universités, mais également il y a les représentants des pays. Le ministère du Plan et le ministère de l'Économie et des Finances du Niger sont ici représentés, et de même que leurs homologues dans les autres pays de la CEDEAO. Occasion saisie par Amadou Diouf pour expliquer la mission dévolue au groupe d'experts Think Tank. Think Tank, c'est les chercheurs, c'est ceux qui produisent la connaissance dans les institutions, qui peuvent être dans les institutions de recherche. Donc c'est des experts de haut niveau, des universités, des institutions de recherche, et nous les réunissons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement des experts de l'Afrique de l'Ouest, mais on peut dire de tout le continent et même ailleurs. Parce que, comme vous avez pu le voir, on a eu une note introductive de haut niveau d'un professeur qui est à l'université Cornell, donc pour lancer la discussion. À noter qu'une réunion sur comment maximiser les investissements pour optimiser les dynamiques démographiques pour le développement dans le cadre de la COVID-19 est prévue pour le 26 de ce mois. Journée d'échange en droit international humanitaire avec l'IFTIC sous le thème de droit international humanitaire des journalistes en période de conflit armé, organisée par le Raza Press avec le soutien du CICR. C'était ce matin au sein de l'IFTIC. Abdrazak Léo. La présente cérémonie marque le lancement de cette journée d'échange en droit international humanitaire au sein et avec l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Une journée très appréciée par le directeur général de l'IFTIC, mais aussi par les étudiants. Comme toute journée d'échange, elle est importante. Et pour nous, le centre de formation, elle est même capitale. Parce que, si vous avez constaté, depuis un certain temps, nous avons opté de ne pas nous consacrer uniquement aux formations où il n'y a que des échanges entre formateurs, enseignants et étudiants. Nous avons opté pour élargir de façon à donner une culture générale dense à nos étudiants.
pour qu'au sortir de l'IFTIC, que ces étudiants soient à même d'affronter n'importe quelle mission. Donc c'est pourquoi nous avons accueilli à bras ouverts la proposition de Razapresse, accompagnée par le CICR, d'organiser cette activité en collaboration avec l'IFTIC. Aujourd'hui, nous avions été édifiés par une présentation brillante de Razapresse, qui est un comité en charge des journalistes qui veille sur les questions du journalisme, surtout en cas de conflit. Donc ce cadre est vraiment un cadre d'échange. Pour nous, pour nous, c'est un cadre vraiment d'échange qui nous permet d'acquérir certaines connaissances dont nous ne connaissons pas avant. Et puis ça nous permet de voir comment donc la situation des journalistes, surtout dans ces cas de conflit. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout sur le journalisme, la protection du journalisme, d'un journaliste. Parce que vraiment, c'est quelque chose que nous avons appris. Avant, nous ne savions pas cela, mais grâce à eux ce matin, nous avons appris beaucoup de choses. Cette journée d'échange est organisée par le Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Razapresse DIH-DH, avec le soutien du CICR. Nous développons un partenariat avec le Razapresse pour ensemble travailler à la promotion et au développement de cette matière en milieu académique, notamment, mais aussi auprès des acteurs d'influence que sont les médias, la société civile, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières, religieuses, communautaires, politiques, mais également les communautés bénéficiaires de notre assistance humanitaire. C'est donc à la fin un travail au service du droit et de l'action humanitaire, neutre, indépendante et impartiale, et en faveur des personnes affectées par les autres situations de violence. Nous avons, de par cette activité, pour objectif non seulement d'informer et de former les futurs hommes des médias, que sont les étudiants de cette institution, sur la protection que le droit international humanitaire leur réserve sur le théâtre des hostilités. Quand vous prenez aujourd'hui la scène internationale, nous avons des théâtres de guerre un peu partout, ça et là. Mais la mission, ou je voulais dire, le devoir, oblige le journaliste à s'y rendre au nom du droit à l'information. Mais pendant qu'il s'y rend, faudrait-il l'abandonner à son sort? Faudrait-il le laisser ainsi? Non. C'est pourquoi les conventions de Genève accordent une protection particulière aux journalistes sur le théâtre des hostilités. Le journaliste est un acteur neutre qui ne prend pas part au conflit, qui est là pour informer les populations sur ce qui se passe dans le conflit. Avec un thème pertinent qui est le droit international humanitaire et la protection des journalistes en période de conflit armé, cette activité, la troisième du genre, va sans nul doute en édifier plus d'un. Début ce matin au siège de l'Union syndicale progressiste des travailleurs ISPT du congrès constitutif du syndicat national des pêcheurs. Saint-Pêcheur, c'est le représentant du ministre de l'Environnement qui a présidé la dite cérémonie. Ismaël Moumouni Aboubakar Souley. Cadre mieux approprié pour défendre leurs activités, mais surtout donner leur point de vue sur la situation du fleuve Niger, objet de la création du syndicat national des pêcheurs, Saint-Pêcheur. Cette cérémonie marque l'ouverture des assises du premier congrès constitutif du syndicat, et cela après 2 ans d'existence. Après un long travail, nous voici aujourd'hui aussi assises de notre congrès qui nous permettront d'organiser les textes, mettre en place un nouveau bureau et adopter des résolutions, des recommandations. Nous remercions les responsables qui ont contribué et nous ont aidés à bien réussir. Le Saint-Pêcheur est affilié à l'Union syndicale progressive des travailleurs USPT, qui n'a pas manqué d'ailleurs de souligner l'importance des pêcheurs. Les pêcheurs représentent donc une force de production et sont utiles à l'économie nationale pour leur apport. Ils méritent respect, considération et justice. C'est pourquoi nous apprécions avec force la qualité du partenariat qu'entretient l'administration du ministère de l'Environnement, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré.
le SPT encourage par ma voix ce partenariat pour que la pêche serve davantage l'économie nationale, pour que la consommation du poisson soit renforcée et découverte dans son utilité pour la santé. Abondant dans le même sens, le représentant du ministère de l'Environnement est revenu sur la valeur ajoutée des pêcheurs dans le cadre de l'alimentation. La production nationale, elle tourne autour de 40 000 tonnes par an. Ça, c'est selon les chiffres statistiques. Et cette production contribue énormément à la nutrition au Niger. On ne peut pas sortir de la malnutrition sans composer avec la pêche et aussi donc avec les acteurs principaux qui sont les pêcheurs. Les ressources s'amenuisent, la population s'agrandisse. Il faut qu'ensemble, nous prenions des mesures concrètes qui vont nous permettre de développer le secteur. À l'issue des travaux d'une journée, une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place afin de mener à bien les activités du syndicat, et cela pour le plus grand bonheur des pêcheurs et de leurs partenaires pour que la pêche fleurisse au Niger. Ce matin a eu lieu la pose de la première pierre pour la construction d'un centre privé en horticulture dans la commune rurale de Liboré, région de Tillabéri, une initiative de l'ONG Libo et ses partenaires qui accueillera des élèves du cycle moyen et supérieur dans l'enseignement professionnel. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Hamza Sakou et Alidou Brema. Pour pallier au manque crucial des techniciens qualifiés en horticulture et œuvrer pour accroître l'employabilité des jeunes, l'organisation non gouvernementale Libo a vu la nécessité de créer un centre privé en horticulture en collaboration avec ses partenaires. Ainsi, cette rencontre est la pose de la première pierre de ce centre qui portera désormais le nom du professeur Dove de la commune rurale de Liboré. L'ONG et ses partenaires Pencil for Kids du Canada et Eliminate Poverty Now des États-Unis ont longtemps collaboré avec l'ICRISAT sur la dissémination du concept producteur de l'avenir, en anglais Farmer of the Future, que nous avons considéré comme un outil pour la transformation de l'agriculture au Sahel. Après 8 ans de tests en milieu réel, nous sommes arrivés à un modèle prêt à être disséminé à grande échelle. Notre ambition est de produire des cadres compétents et compétitifs pouvant booster le développement agricole, socle d'un développement économique et social. Présent pour la circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a souligné l'importance de ce centre et de l'attention que lui porte son département ministériel. Ce centre va faire de Liboré un pôle d'excellence pour toutes les questions agricoles, notamment la formation des cadres en agriculture. Nous allons vous accompagner. Mon département ministériel est à votre disposition pour toutes les questions d'accompagnement, de conseil. Également, nous allons vous mettre en contact avec des centres spécialisés également dans le domaine de l'agriculture. Monsieur Hamidou Moussa, maire de la commune rurale de Liboré, remercie l'ONG Libo et ses partenaires avant de réitérer leur disponibilité à les accompagner dans toute action au bénéfice de la population de Liboré. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.